Comme Philippe a introduit, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'interface humaine et logicielle dans la création musicale contemporaine. Je vais restreindre ça dans le cadre de la musique mixte ou interactive, telle que créée notamment à l'IRCAM, où le rôle de la recherche et des technologies a toujours eu un rôle prépondérant. C'est alors posé très tôt la question de comment créer avec ces nouveaux outils. Je commencerai par une introduction sur les réalisateurs en informatique musicale, interface humaine entre la recherche et le compositeur. Je poursuivrai ensuite par une analyse du fonctionnement d'un outil de création et de performance, interface logicielle entre des outils technologiques et la création. Alors, le réalisateur en informatique musicale est une figure historique dans l'IRCAM. D'abord appelé tuteur, puis assistant musical, son rôle est d'être l'interface entre la technologie, la recherche et la création artistique. Dès la création de l'IRCAM, s'est posée la question de l'utilisation des technologies dans la création musicale par et pour les compositeurs. Je citerai les recherches de la chercheuse Laura Zatra qui, depuis plusieurs années, s'intéresse à l'émergence de ce métier et de son rôle d'un point de vue musicologique. Dans l'immense majorité, les compositeurs n'ont pas reçu de formation scientifique. Il faut leur faciliter l'apprentissage de ces nouvelles techniques pour permettre l'exploitation des possibilités extraordinaires qui leur sont offertes. Deux pistes sont alors mises en œuvre. Une formation pour les compositeurs aux nouvelles technologies et la mise en place d'un accompagnement des compositeurs externes ne maîtrisant pas ces connaissances. Aujourd'hui, nous avons donc une distinction entre les réalisateurs en informatique musicale chargés d'enseignement, qui sont eux rattachés au département de pédagogie, et les réalisateurs en informatique musicale, qui sont eux attachés au département de production. Alors, concernant plus particulièrement les réalisateurs en informatique musicale de la production, leurs missions sont multiples. Leur première mission est de trouver des liens pertinents entre la recherche, notamment celle qui est faite à l'IRCAM, et les idées des artistes. Comment utiliser, adapter, détourner des algorithmes, des outils qui sont issus de la recherche. Une de leurs missions est aussi de participer à la recherche de l'IRCAM, assurer une veille technologique. Que se passe-t-il aussi dans le monde extérieur? Tout n'est pas restreint finalement à ce qui va se passer au sein de l'IRCAM. Il va falloir aussi créer donc des traitements et des outils, ce que l'on verra par la suite, c'est-à-dire programmer, mais aussi également conseiller artistiquement. Conseiller artistiquement, c'est aussi créer un langage commun, une taxonomie qui permet d'échanger sur ces idées technologico-artistiques. Ensuite, au final, il faut assurer la performance de l'œuvre. Le RIM, par son rapport privilégié au compositeur, les temps de création sont de l'ordre de plusieurs semaines, est en quelque sorte dépositaire et garant de l'idée artistique et de son exécution. Et au final, comme Serge Le Mouton l'a très bien expliqué ce matin, créer la documentation pour la reprise et aussi pour la pérennité des pièces. On peut également citer Bernard Stiegler, directeur de l'IRCAM en 2002. Les assistants musicaux apportent énormément en termes de ressources aux compositeurs et aux chercheurs, mais également à la pédagogie. Et cette spécificité va continuer à se développer. Leur rôle s'inscrit tout à fait dans ce qui se développe depuis quelques années dans le domaine de la conception d'instruments numériques, sous la forme d'une sorte de médiateur entre concepteurs industriels ou technologiques et utilisateurs, avec des personnes ayant des profils intermédiaires. Cette organisation de l'IRCAM est aussi une grande partie de son savoir-faire et de la capitalisation de ses connaissances. Je vais vous présenter maintenant une application utilisée actuellement pour la création en cours de l'opéra de Philippe Manoury, Kannlicht. Cette application est programmée en MaxMSP, un langage de programmation conçu à l'IRCAM à la fin des années 80, qui est maintenant développé par Cycling 74. Ce logiciel de programmation est utilisé quasi exclusivement dans toutes les productions IRCAM, et ce pour plusieurs raisons. On peut voir un exemple en fait, sur la partie gauche de l'écran. C'est un langage qui est graphique, temps réel, dédié à la musique et au multimédia. Ce langage est visuel, les opérations sont représentées sous la forme de boîtes qui communiquent entre elles par des fils. Ce langage n'est pas compilé et peut être modifié pendant son utilisation. Ainsi, les boîtes peuvent être supprimées, modifiées, reconnectées pendant l'exécution du programme, offrant une très grande souplesse de programmation. Un point essentiel, c'est également un langage modulaire qui permet de rajouter des fonctionnalités, des librairies. Et pour cela,
C'est une plateforme extraordinaire d'échange de technologies. Les algorithmes développés à l'IRCAM et dans d'autres centres de recherche peuvent ainsi être implémentés dans ce langage et utilisés dans la création. Alors, sur l'application qu'on voit donc, sur la partie droite de l'écran, qu'est-ce que doit faire cette application, que l'on appelle également patch? Ce patch doit plusieurs choses. Générer des données de contrôle, telles que des trajectoires spatiales, générer des chaînes de Markov, faire des variations de paramètres. Il doit aussi être capable d'appliquer des traitements sur des entrées sonores. Les entrées sonores sont des micros qui sont équipés sur les instrumentistes ou sur les chanteurs, ou des générateurs sonores pour faire de la synthèse, des échantillonneurs, des fichiers sons. Il doit aussi être capable de chaîner à la volée l'ensemble de ces traitements, pouvoir les connecter les uns dans les autres. Enfin, il faut aussi qu'il puisse gérer la spatialisation de l'ensemble sonore. Il faut aussi pouvoir créer des presets, un ensemble de paramètres pour rappeler l'état des traitements et de leur connexion. Aussi, point très important qui vient d'être présenté en fait brièvement par Archia sur la partition électronique, pouvoir écrire l'enchaînement de ces presets dans une partition électronique et au final pouvoir assurer la performance et pouvoir jouer l'œuvre dans un contexte de performance. Cette utilisation est relativement unique et nécessite de créer une application dédiée pour gérer ces cas de figure. Il s'agit d'une application différente par projet, même si la structure de base reste la même. Pour un autre projet, vont différer les traitements, le nombre de microphones, le nombre de haut-parleurs, et évidemment la partition électronique. Mais le cœur et le principe de ce patch resteront similaires. Alors, les générateurs. Les générateurs permettent de contrôler temporellement des paramètres de traitement ou des notes MIDI, par exemple. Généralement programmés en max, parfois directement dans Tescofo. On abordera cette question dans le point qui concerne la partition électronique. Ils vont animer automatiquement, selon des règles, parfois totalement aléatoires, un ou un ensemble de paramètres. À quoi vont-ils servir concrètement? Faire bouger une source sonore dans l'espace, selon un pattern dessiné manuellement. C'est ce que l'on peut voir en fait sur la gauche. Interpoler des paramètres, ouvrir un gain d'un traitement selon une courbe exponentielle dans un temps donné. C'est ce que l'on peut voir en fait sur la droite. Il doit aussi pouvoir être capable de générer des notes MIDI pour des synthétiseurs. Par exemple, à partir de règles de type de chaîne de Markov. Ici, on peut avoir un exemple. Il doit aussi pouvoir être capable de lier des analyses, des descripteurs audio par exemple, à l'évolution de paramètres. Alors ici, on a un exemple relativement simple, une analyse audio, ce qu'on va appeler un envelope follower, donc le volume de l'entrée du micro, va pouvoir manipuler et contrôler des paramètres sur un effet de chœur. Da rennst du mit deinen Tönen her, aber es sind meine. Du rennst den falschen Weg. Wie soll da ein Ausstieg gibt, das schon Stoff auf den Ton übertönt, den du erjagen willst? Dieses Tier treibst du in die Flucht. Da rennst du mit deinen Tönen her, aber es sind meine. Du rennst den falschen Weg. Les traitements sonores ont une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties audio. Le traitement applique une transformation sur l'audio reçu en entrée et transmet le résultat par sa sortie. Plusieurs types de traitements que l'on pourrait catégoriser et lister de cette façon, mais cette liste n'est pas du tout exhaustive. Du filtrage temporel et spectral. Alors par exemple ici on va pouvoir écouter un filtrage spectral, Chromax. Da fließt das Blut aus Venen hinein mit großem Spaß. Das ist die Diastole, die man Füllungsphase nennt. Das Öffnen der AV. Un filtrage temporel à base de filtres résonants.
peut également avoir des types de traitements de type de transposition. Par exemple, le psychoarthrite qui va être un effet de cœur. Alors ici, qui ne va pas beaucoup transposer, mais qui va permettre en fait, de dupliquer les voix avec des légères transpositions et énormément de délai. On peut également citer des traitements de granulation pour créer des nappes sonores, etc. Un point intéressant est des traitements qui sont plus complexes, qui ne sont pas forcément catégorisables dans une seule, dans une catégorie aussi simple que précédemment énoncée, qui vont par exemple mélanger en interne plusieurs types de transformations et plusieurs analyses de descripteurs. On va commencer par le force pitch, qui est un traitement sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec Philippe Manoury pour forcer la voix parlée sur une hauteur. L'idée est de simuler une sorte de Gesangssprache en direct sur une voix parlée. Den Ton übertönt, den du erjagen willst. Dieses Tier treibst du in die Flucht. Da rennst du hinter deinen Tönen her, aber es sind meine. Du rennst den falschen Weg. Wie sollte ein Ausstieg je, dass schon dein Schnaufen den Ton übertönt, den du erjagen willst? Dieses Tier treibst du in die Flucht. Da rennst du hinter deinen Tönen her, aber es sind meine. Du rennst den falschen Weg. Wie sollte ein Ausstieg je, dass schon dein Schnaufen den Ton übertönt, den du erjagen willst? Dieses Tier treibst du in die Flucht. Da rennst du hinter deinen Tönen her, aber es sind meine. L'exemple du dessous est une analyse psychoacoustique de l'entrée audio pour récupérer les valeurs des premières harmoniques afin d'accorder des filtres résonants. Ein Gedicht zur Weihnachtszeit. Diastole oder Systole, das ist hier die Frage. Das Atrium heißt Vorhof und ist jetzt eben schlaff. Da fließt das Blut aus Venen. Alors, je continuerai par la génération sonore. Deux types de générateurs sonores, des échantillonneurs et des synthétiseurs. L'échantillonneur sera un outil qui permettra de déclencher des fichiers sons selon des événements, très souvent par des notes MIDI. Parfois des sons très différents sans aucun lien fréquentiel entre la hauteur du son émis et la note MIDI. Parfois des sons qui sont alors accordés à la note MIDI. Ensuite, les synthétiseurs. Ici, on aura un exemple de synthèse 3F développé par Miller Pocket, une synthèse additive qui permet des variations spectrales. Ces générateurs sonores sont contrôlés ici par des notes MIDI, soit des séquences précomposées, soit par des générateurs tels que vus précédemment. Donc, le premier exemple, c'est un générateur de type markovien qui contrôle la synthèse 3F. Le second exemple, en dessous, qui va être le même outil de force pitch, mais cette fois sans transposer la voix, qui va simplement utiliser l'analyse du pitch de la voix pour arriver à transposer des pitches qui vont donc le suivre au point de vue fréquentiel. Durch die Taschenklappen in die Gefäße kann jetzt kommen. Sobald der Druck im Gefäß, was die Arterien meint, höher als der im Ventrikel verbleibt, die Taschenklappen sich schließen. Das Blut aus dem Et dernier exemple, le même générateur de type markovien que vu précédemment, mais cette fois-ci, excitant des pits de violoncelle. Les connexions entre les traitements doivent pouvoir être modifiables. On peut imaginer, à un moment donné, dans l'opéra, souhaiter traiter la soprano avec un effet de chœur et par la suite utiliser sa voix pour exciter des filtres résonants. Il faut donc être capable de connecter l'entrée de la soprano dans le traitement de chœur, puis l'enlever, et connecter la soprano dans le traitement des filtres résonants. Pour cela, deux approches existent. Préparer à l'avance toutes les chaînes de traitement possibles et ne les activer qu'au moment désiré.
Le problème est de se retrouver au final avec un nombre considérable de chaînes de traitement et donc un nombre considérable de duplications des instances des traitements. Finalement, c'est l'exemple que l'on a sur la gauche, très très simplifié. La deuxième approche est de définir un nombre limité d'instances de traitement et de les connecter à une matrice, un outil où il sera possible de connecter les entrées et les sorties de tout le monde entre eux-mêmes. C'est ce que l'on peut voir en haut à droite. Cette dernière solution est retenue car elle est la plus économique. Les sorties des traitements sont connectées aux entrées de la matrice et les sorties de la matrice aux entrées des traitements. Les entrées audio ainsi que les générateurs sonores seront connectés exclusivement aux entrées de la matrice, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'entrée audio, ils n'ont que des sorties. Et à l'inverse, les haut-parleurs qui, eux, n'ont pas de sortie audio parce que c'est directement une sortie physique, seront connectés seulement aux sorties de cette matrice. En bas à droite, on peut voir la matrice de contrôle telle qu'elle est utilisée actuellement dans l'opéra de Kanicht. En abscisse, nous avons donc les sorties audio des différents traitements, et en ordonnée, nous avons les entrées des différents traitements. La spatialisation est la mise en espace logiciel du résultat sonore. Au final, ce résultat sonore est diffusé sur un ensemble de haut-parleurs. Très souvent, une partie des haut-parleurs est disposée autour du public afin de créer une immersion sonore. Le public est ainsi au centre du dispositif. Selon les configurations de la salle, le nombre de haut-parleurs disponibles ainsi que leur position dans l'espace est variable. Pour pallier à ces différences et pouvoir restituer une diffusion la plus homogène possible d'une salle à l'autre, nous utilisons un outil développé à l'IRCAM appelé le spatialisateur. Cet outil permet d'écrire la mise en espace en faisant une spatialisation par objet, c'est-à-dire manipuler des objets virtuels dans un espace virtuel. L'outil se charge ensuite d'adapter cet espace virtuel à la disposition réelle des haut-parleurs. Ainsi, nul besoin de réécrire une trajectoire sonore si l'on passe de 4 à 8 haut-parleurs. Les objets virtuels sont des sources sonores qui sont caractérisées par un ensemble de paramètres, tels qu'on peut le voir dans l'image de gauche, tels que l'orientation, l'ouverture et surtout la position dans l'espace. L'animation à droite présente un générateur de trajectoire qui affecte la position d'une source dans l'espace virtuel. Alors, comme expliqué précédemment, ce patch est aussi un outil de création. Il servira pour trouver et ajuster les paramètres des traitements. Il est donc nécessaire de pouvoir conserver ces réglages afin de les rappeler dans la partition électronique. Chaque traitement possède un module dédié à la sauvegarde et au rappel de ses presets. Deux systèmes cohabitent. Une manière rapide, afin de comparer des presets et les partager entre les traitements, c'est ce que l'on voit dans l'animation du haut, et un export détaillé pour la partition électronique, sous la forme d'une liste listant l'intégralité des paramètres pour un traitement donné. Alors, il est à noter que tous ces traitements sont également utilisables dans un autre logiciel sonore, Live de Ableton, et sa facilité et sa simplicité d'utilisation rend le prototypage des chaînes de traitement extrêmement rapide. Ce double système de presets restant totalement compatible, il permet de pouvoir exporter depuis Live des presets utilisables également dans la partition électronique. La partition électronique permet de décrire l'évolution des traitements dans le temps. Quand doit être activé un traitement, quels sont les paramètres utilisés, quelle sera la spatialisation associée, comment et quand celui-ci devra s'éteindre. Mais cette partition implique aussi un système de déclenchement ou de suivi, un système permettant de se positionner correctement dans la partition électronique et de rester synchronisé en fonction de ce que font les instrumentistes. Pour cela, plusieurs stratégies sont envisageables. Un click-track. Les instrumentistes sont forcés de suivre le déroulement automatique de la partition électronique. Soit un métronome synchronisé avec la partition est envoyé dans une oreillette donnée au chef d'orchestre ou à un musicien, soit un timecode visuel permet au musicien de se caler sur la temporalité de la partition. Notre stratégie est par déclenchement. Les musiciens utilisent un contrôleur, tel une pédale MIDI, pour indiquer au patch de déclencher l'événement sonore courant, puis le suivant, et ainsi de suite. Le système est déjà plus souple, mais reste limité. Il est alors impossible de récupérer le tempo du musicien. Au final, la dernière stratégie est une stratégie par suivi. Le système connaît la partition d'un instrumentiste et est capable de le suivre automatiquement.
Il peut s'agir d'une entrée audio, le système doit alors faire son suivi sur le son d'un instrument réel, ou soit il s'agit d'une entrée MIDI, le système suit alors le jeu d'un clavier MIDI. En mode suivi, la temporalité et le tempo des musiciens peut ainsi être récupéré et utilisé pour adapter des traitements des fichiers son. Les fichiers son, étant donné qu'ils ont des durées qui sont fixées auparavant, la temporalité et récupérer la vitesse des musiciens permet d'ajuster la vitesse des fichiers son pour rester synchronisé avec les musiciens. Nous utilisons maintenant la dernière solution, en suivi MIDI avec Antescofo. La partition contient les notes jouées par le clavier MIDI, c'est ce que l'on peut voir en fait sur la partie en haut à gauche, les notes avec la description, la note attendue, pardon. La partition contient les notes jouées et les paramètres à envoyer au traitement. Antescofo reçoit les notes MIDI du clavier, suit la partition et envoie les paramètres au moment prévu. Il faut ajouter qu'Antescofo possède son propre langage de programmation. De plus en plus de générateurs sont maintenant portés directement en Antescofo, ce que nous a montré ce matin José Miguel Fernandez. Et au final, la performance. Pendant la performance, mon rôle est de veiller à la bonne exécution du patch, du suivi et surtout de mixer l'électronique. La performance se déroule toujours avec un ingénieur son qui prend en charge la diffusion sonore et l'amplification des instruments. Mais ce qu'il reçoit du patch, c'est directement l'audio envoyé dans les haut-parleurs. Or, il est nécessaire de mixer les traitements électroniques entre eux. Une partie des traitements sont appliqués sur le son direct des musiciens, donc leur niveau de sortie dépend du niveau d'entrée. D'autres traitements sont appliqués sur de la synthèse sonore ou des fichiers son qui, eux, n'ont aucune variation d'intensité. Tout au long de la performance, l'équilibre du niveau sonore de l'ensemble des traitements est ajusté. Des paramètres spécifiques sont aussi manipulables, comme la quantité de reverb ou des filtrages ou d'autres paramètres, d'autres traitements. Tout dépend de la liberté d'interprétation électronique accordée pour la performance. Pour l'Opéra Canlicht est prévue la possibilité d'improvisation électronique. On est donc en train de développer spécifiquement pour ce projet des interfaces pour contrôler certains traitements du patch. En termes de contrôleurs, les surfaces tactiles sont de plus en plus employées car il est possible de dessiner ses propres interfaces virtuelles selon ses besoins. On peut ainsi voir un exemple d'interface de mixage à gauche, où les faders représentent des niveaux de mixage de traitement, et une ébauche à droite d'une interface de contrôle, telle qu'on pense utiliser pour l'improvisation, qui va permettre de contrôler les paramètres de traitement. Voilà. En conclusion, c'est une courte présentation des interfaces humaines et logicielles, telles que l'on les fait aujourd'hui à l'IRCAM, qui sont forcément en train d'évoluer. On a déjà pu voir ce matin avec José Miguel Fernandez que même le paradigme en fait, de patch déjà fixé est totalement en train d'évoluer. On pourra voir tout ce que cela nous promet dans les années qui viennent. Merci.